Dans une émission passée, avions fait la visite du musée Pau Pastre de Marciargues. Lui est l'histoire du castel et de son bâtisseur, Guillaume de Nogaret, qui signe Jaume Contrepas de l'association Les Amis du musée Pau Pastre, va nous conter. Quand Guillaume de Nogaret va arriver au début du XIVe siècle, il ne va pas trouver le château que vous voyez maintenant. Il ne trouvera que le vieux donjon avec le vieux château féodal. Voilà tout ce que verra Guillaume de Nogaret du château de Marciargues. À la début de ce siècle très jeune, Philippe IV, dit Loubeu, est le roi de France. Le diocèse de Nîmes est dans son apanage depuis 50 ans. Mais Paris est loin et force féodale marie de perdre son pouvoir. Lunel, à 4 km de Marciargues, appartient à la famille des Gosselmes. Il va y avoir un premier problème entre cette famille des Gosselmes et le domaine royal. Les Gosselmes prétendent avoir des droits sur le mas de Tamerlé, qui va être disputé entre la famille des Gosselmes de Lunel et le roi de France pour le domaine royal. Et on va voir apparaître le fameux Guillaume de Nogaret. Guillaume de Nogaret est né dans le Tarn, à Saint-Félix. Il a fait des études à Toulouse, puis à Montpellier, et il est installé à Montpellier. Eh bien, c'est lui qui va plaider pour le domaine royal contre la famille des Gosselmes, et il va gagner ce procès, dont le roi Philippe le Bel va d'abord devoir un grand remerciement pour avoir sauvé ce mas de Tamerlé qui va rester dans le domaine royal. La France est divisée en diocèses. Donc Philippe le Bel se dit « je tiendrai mon domaine si j'ai main mise sur les évêques ». Mais le pape Boniface VIII n'entend pas se séparer des prérogatives qu'il a sur les évêques, il va donc refuser. Voilà donc poindre un problème entre le roi Philippe le Bel et la papauté. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Des Français vont partir vers Rome pour rencontrer le pape Boniface VIII. Cette délégation est conduite par Guillaume de Nogaret. Les familles de Rome viennent de mettre hors les murs le pauvre pape Boniface VIII qui s'est réfugié à Anagni. Pour les Marciargois, Guillaume de Nogaret, rencontrant le pape à Anagni, l'aurait souffleté. Le pauvre Boniface VIII va en mourir dans la semaine ou la quinzaine qui suit, de chagrin, d'indignation. Et les Français voient le trône papal libéré et vont faire élire le pape Clément V. Ce pape Clément V que les Français vont ramener à Avignon. Donc le XIVe siècle verra pendant 85 années les papes siéger à Avignon. Second remerciement donc que Philippe le Bel va devoir, on a ramené le pape qui est français à Avignon. Le roi de France est ramené d'être excommunia per Boniface VIII, alors le nouveau pape est un obligat. Guillaume de Nogaret va être impliqué à une autre mari d'une manœuvre. Les cas sous son village, l'ordre des Templiers est fort riche. Nogaret va monter une fausse accusation. Tous les Templiers sont arrestés le même jour, le 13 octobre de 1307. Tous les déquets sont confisqués et les avouations sont obtenues à mes tortures. Que va faire Philippe le Bel pour remercier Guillaume de Nogaret? Premièrement, il est chancelier de France, dont ce qui est Premier ministre, et puis après, il reçoit le titre de seigneur de Marciargues. Seigneur de Marciargues et de toute l'Avonage. Toute l'Avonage, c'est ce diocèse de Nîmes, moins la ville de Nîmes. Et pour pouvoir résider dans ces terres, lorsqu'il viendra à Marciargues, il va lui donner le château. Ce n'est que les descendants de Guillaume de Nogaret qui vont rester puissants en Languedoc, puisqu'ils vont souvent présider les États du Languedoc, chaque province ayant des États, qui ont besoin, ces descendants, d'un lieu pour recevoir leurs amis et faire des fêtes. Un descendant de Guillaume de Nogaret va, en 1576, faire construire, ou plutôt inaugurer, la construction de la façade Renaissance et de l'aile Renaissance que l'on voit maintenant devant le vieux château. Cette aile est appuyée contre le vieux château, dont l'arrière est aveugle, et on a les ouvertures, portes, fenêtres sur la cour.
Pour établir la symétrie de cette galerie, on va avoir de grands miroirs face à chaque porte-fenêtre. Voilà l'ensemble de cette aile Renaissance, décrite par la façade, et on peut donner l'exemple du haut de la façade avec les cartouches que vous voyez de gauche à droite. Nous allons prendre les 4 premiers comme démonstration. Le premier, vous avez les bucranes, c'est-à-dire les crânes de bœuf, vous avez les têtes de singe et vous avez les guirlandes de fruits et de fleurs, typiques des châteaux de la Renaissance et du Val-de-Loire. Si je prends les 2e et 4e cartouches, dans le 2e, vous avez un gros hérisson, mais c'est en réalité un porc-épic, car c'était l'emblème du roi Louis XII. Dans le 4e, même topo avec le gros lézard, c'est la salamandre de François Ier. Et subtilité de la Renaissance, vous avez dans le 3e comme un C couché ou un croissant de lune. Eh bien, il faut savoir que la reine de France était Catherine de Médicis et que la maîtresse, Diane de Poitiers, portait le croissant de lune dans ses armoiries. Voilà pour la partie Renaissance. Si vous le voulez bien, nous allons changer de côté et voir maintenant la façade Grand Siècle. Cette façade Grand Siècle est donc de 1679. Et on voit apparaître dans les cartouches, qui sont tout à fait symétriques de la façade précédente, mais qui ont les sculptures de l'époque, puisque nous sommes pendant le Grand Siècle, l'apparition du roi Soleil, avec les têtes rayonnantes. Pendant la Renaissance, on pouvait faire venir les sculpteurs du Val-de-Loire, et pendant le Grand Siècle, on pouvait faire venir les gens de Versailles. Bel ensemble. Pour finir cet ensemble du château, on va reprendre les 2 tours d'angle, les reconstruire sur le mur d'enceinte et créer la grande orangerie du château. Un projet d'une vaste pargue au Ponent sur les vastes terres du Castel non fut accompli, mais c'est pas ouvert que les carrières à l'euro d'art en quart respectent le relais du projet. Entrant dans le Castel per un bel escalier, le Custa Renaissance apparaît à la médiathèque des Marseillargues. Puis une partie de qui demeure à Renova, la grande salle des mangas et la salle des lisies et des musiques.
après la magnifique salle à manger du château que nous venons de voir, nous entrons maintenant dans une salle qui servait à passer de bons moments, puisqu'on trouvait un billard au centre de cette pièce. On pouvait faire de la musique, comme vous pouvez voir les instruments gravés sur les murs, ou parler de chasse, jouer aux cartes, etc., etc. Cette salle est très belle aussi. Elle a été en partie reprise, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années. Vous pouvez voir le plafond qui a été, après les moulages, carrément changé. On a refait les poutres, le ciel, elle était à ciel ouvert, et on a recréé, d'après ces moulages, donc la toiture, le plafond que vous voyez maintenant. Et il est très dommage, quand vous regardez cet angle, de voir combien la suite de ces travaux n'est pas soutenue, puisque nous avons eu récemment un orage, et vous voyez, l'eau commence à couler. C'est vraiment à déplorer.